Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans l'espace républicain. Il est vrai, il y a quelque temps, nous n'étions pas présents parce que notre vœu, il y a quelques années, c'était que nous arrivions aux élections pacifiques. Et nous avons combattu, nous avons parlé, nous avons débattu pour que les acteurs politiques de notre pays puissent nous offrir des élections. Et nous avons eu des élections et nous avons vécu la première alternance. Les différents éditeurs, les différents éditorialistes de notre pays se sont encore réunis parce que nous pensons qu'il y a menace dans la demeure. La République est menacée. Le pays aujourd'hui est engagé dans un bras de fer pour extirper de son territoire ce qui met en danger la vie des populations et surtout qui menace l'intégrité territoriale. Nous sommes donc dans un état presque un état de guerre. Il est vrai que quand il y a la gestion au quotidien, c'est l'élite représentée par les institutions qui prend les décisions. Mais quand il y a menace, comme celle que nous vivons aujourd'hui, sur l'intégrité de nos territoires, l'appel va à tout le monde. C'est tout le monde qui doit donner sa part. Quelque part, il faut que chacun se mobilise et qu'il donne d'une certaine manière sa contribution en fonction de ses compétences. Aujourd'hui, nous, les journalistes, nous avons décidé de revenir sur ce plateau de l'espace républicain parce que nous croyons en la République et nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Il faut donc que chacun, dans ce qu'il sait faire, donne à la République ce dont elle a besoin. Aujourd'hui, avec plaisir, je retrouve les républicains, entre guillemets, mais qui sont des éditorialistes, des journalistes, des patrons de presse, qui ont décidé aussi de mettre la main à la pâte. Je voudrais vous le représenter avec joie. Il a commencé par votre gauche, à mon extrême droite. Jérôme Sekana, bonjour. Bonjour William. Jérôme Sekana n'est plus à présenter. Il est éditeur du journal La Bonne Gouvernance et grand patron d'une agence que l'on connaît, AGM. Mais en tout cas ici, c'est l'éditeur de Bonne Gouvernance. À sa gauche, le non moins célèbre John Ngomba, directeur des informations Antenne A. John, bonjour. Bonjour Willy, bonjour aux spectateurs de l'espace républicain, heureux de retrouver encore ici. Voilà, merci beaucoup John. Et à ma gauche, Freddy Moulumba, presque une icône dans cet espace pour le courage de ses idées, pour la capacité qu'il a d'anticiper sur les événements. En tout cas, il est là. Il est éditeur du magazine La Renaissance. Bonjour Freddy. Bonjour Grand Willy. Merci beaucoup d'être là. Et José Nawej, les journalistes philosophes, ou les philosophes journalistes, ça dépend. Mais en tout cas, je les salue en votre nom à tous. José Nawej est éditeur du journal Forum des As. Bonsoir. Bonsoir Willy. Alors nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marcel Ngoyi, un journaliste talentueux mais éditeur du journal La Prospérité. En tout cas, bienvenue et bonjour. Merci Willy, j'ai accepté volontiers de participer à cet espace. Moi je crois que je peux apporter ma modeste contribution. Merci beaucoup. Nous sommes donc ici, il y a évidemment deux membres qui ne sont pas dans la ville. Je voudrais ici saluer là où il est Diana Gikupa, l'éditeur de La Colombe, et puis il y a Bruno Bolisson qui est à l'extérieur du pays. Nous pensons qu'à une autre occasion, nous allons le retrouver. Mes amis et chers confrères, l'heure est grave et elle est grave parce que c'est l'intégrité de notre pays qui est mise en cause et aujourd'hui, l'ensemble des institutions se sont mobilisées pour pouvoir répondre à cette menace. Et nous allons avec vous ensemble examiner la nature de la réponse qui a été offerte et surtout aussi encourager là où ça a bien marché, mais aussi surtout décourager ceux qui traînent encore le pied pour pouvoir prendre les décisions qui conviennent. Alors plus vite on ira dans l'analyse, plus nous toucherons le cœur de la question. Alors je pose directement la question à José Nawej pour commencer. José, de quel type de menace faisons-nous face? Nous faisons face à quel type de menace aujourd'hui? Vous êtes un éditorialiste, le pays a des problèmes, mais quelle est la nature de la menace? La nature de la menace est la même depuis que nous sommes indépendants. En fait,
dans notre marche de devenir une nation, cette marche rencontre certaines contrariétés. Des contrariétés qui sont liées d'abord à nos richesses, notre positionnement géographique, et des contrariétés qui sont liées aussi à nos contradictions internes, on va en parler, à aussi le fait que nous avons une élite, certes, mais une élite qui, pour des raisons historiques, est essentiellement extravertie. Donc, je vais dire d'un mot les 3 niveaux. Le premier niveau, quand vous lisez le livre de Lumumba, Congo, terre d'avenir, est-il menacé? En fait, Lumumba pose la question dans le genre, poser la question, c'est y répondre. Effectivement, le Congo est menacé. Vous avez utilisé le mot menacé, mais Lumumba l'a utilisé. Et quand vous lisez le livre de Lumumba, il est d'une actualité brûlante. Il n'a pas pris la moindre ride, ce livre-là. La problématique qui s'est posée en 60, à l'indépendance, c'est mutatis mutandis, la même problématique qui se pose aujourd'hui. À savoir, est-ce que nous pouvons, nous Congolais, devenir effectivement indépendants? Est-ce que nous pouvons nous penser en nation, avec les différentes menaces auxquelles vous avez fait allusion? Est-ce que nous avons une élite pour montrer la voie? Si cette élite est extravertie, comment faire que cette élite commence à penser Congo? Je vous donne un exemple. L'élite montre la voie. Mais ici, qu'est-ce que l'actualité nous donne à voir? L'actualité nous donne à voir que c'est plutôt le peuple pris dans son sens premier, c'est-à-dire la rue, qui nous indique la voie. La rue nous indique notamment par rapport au conflit, à la guerre, disons les choses très simplement, que nous impose le Rwanda, mais pas seulement. Le Rwanda, pour nous, nous le disons et très souvent parce que nous ne devons pas nous tromper de colère. Le Rwanda n'est qu'une chaîne dans une suite qui plonge ses racines depuis 60, on peut encore aller plus loin, depuis Léopold II. Donc, même quand vous voyez comment la population se déploie dans toutes nos villes, c'est que cette population est en train de dire, malgré nos différences, malgré nos contradictions internes qui sont secondaires, nous tenons à une chose, à l'intégrité territoriale. Sinon, aujourd'hui, si le pays était balkanisable comme le pensent ceux qui veulent le balkaniser, on aurait assisté à des réflexes identitaires du genre, les gens du Kivu descendent dans la rue, non pas pour protester contre l'agression, mais pour dire nous acceptons ce qui se passe. Vous n'avez pas vu dans une seule ville du pays un mouvement de ce type. Donc ne comparons pas, il y a des pays où des velléités identitaires s'expriment en termes de détachement à l'ensemble. Mais ici, nous ne sommes pas là. Ici, chez nous, non. Heureusement pour nous. Très bien. Vous venez de donner le mot balkanisation, ce qui donne droit de parole directement aux spécialistes de la question sur le plateau. Très rapidement, nous allons d'abord identifier la menace. Il faut que vous puissiez l'identifier. La même question pour vous, Freddy Mulumba. Je pense que le Congo, depuis 1885, est au cœur des enjeux géopolitiques. Du fait qu'il ne faut jamais l'oublier, nous sommes une création du capitalisme occidental prédateur. Je pense que ce qui s'est passé, tous ces conflits, derrière se joue la balkanisation du Congo. En fait, les multinationales qui étaient à Berlin en 1885 ont décidé que dans ces pays, d'abord, qu'il n'y ait pas une élite qui peut gouverner d'une manière indépendante. Voilà pourquoi on a assassiné Lumumba, Kimpavita, Kimbangu, Mulele et Mouzé. Parce qu'ils voulaient avoir l'indépendance. Mais on a quand même une indépendance politique. Sur le plan économique, nous ne sommes pas indépendants. Aujourd'hui, il n'y a aucune banque congolaise commerciale. Aujourd'hui, tous les carrés miniers sont vendus. Donc, en fait, c'est récupéré par ceux qui étaient à Berlin. Donc, c'est là qu'on comprendra que pour ces gens, donc c'est les capitalistes, il faut faire partie du moyen pour faire imploser le Congo
et contrôler ce que moi je peux appeler les coffres forts du Congo. C'est à partir du Katanga jusqu'à Noturi. Voilà pourquoi il y a la guerre. Mais il faut aller encore beaucoup plus loin parce que cette guerre n'a pas commencé avec Kagame. C'est une erreur d'analyse. Ça a commencé avec Nyerere. Nyerere a donné des armes à Museveni. Museveni a donné des armes, a pris le pouvoir, a donné des armes à Kagame. Et Kagame a donné des armes pour qu'on mette l'ordre à Kinshasa. Donc on puisse prendre Kinshasa. Mais le fond du problème, c'est quoi? On a décidé de reconfigurer l'Afrique des Grands Lacs en utilisant les réfugiés rwandais qui étaient chassés par la révolution Hutu en 1959 à Kigali. On a profité de leurs faiblesses, de leurs difficultés pour les utiliser. Voilà pourquoi l'Afrique des Grands Lacs est à feu à sang. Merci Freddy. Jérôme Sekara, la même question, mais prenez un peu moins de temps pour qu'on ait le temps de tous prendre la parole. Oui, vous savez que notre pays, c'est le coffre-fort de substances minérales dites précieuses, des ressources naturelles, comme venait de le dire tantôt chez mon confrère. Le problème que nous vivons dans notre pays ne vient pas, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, ça remonte même avant l'indépendance. Et tout à l'heure, il a parlé de la conférence de Berlin. Les gens ne savent pas qu'il y a un seul pays africain qui était signataire de la conférence de Berlin. C'est la République démocratique du Congo. Un seul. Donc là où on partageait l'Afrique, s'il y a des documents existent, la République démocratique du Congo était là. Et c'est un indicateur très fort pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes au centre des intérêts de beaucoup de nations, de beaucoup de forces, et que chez nous, si on ne gère pas les choses très bien, la Troisième Guerre mondiale, la Quatrième Guerre mondiale peut naître d'ici. C'est pour cette raison que nous devons être un peuple assez mature pour protéger ce que non seulement Dieu nous a dotés, mais également la communauté internationale, dans son intelligence, a pensé à mettre à notre disposition. Seulement voilà, les multinationales qui devraient peut-être faire un franc jeu sont en train de nous tourner en bourrique. Au lieu de passer par la grande porte, les multinationales cherchent à prendre ce qu'ils peuvent prendre légalement par des voies détournées. Et ça pose problème. Et utilisent ce qu'on peut appeler des sous-traitants. Parce que Kagame n'est qu'un petit sous-traitant à qui on donne des moyens parfois pour créer des désordres à gauche, à droite, et pour permettre l'évacuation des minerais, notamment les coltans, qui est aujourd'hui, comme vous le savez, intervient dans la fabrication de beaucoup de choses, les ordinateurs, ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que nous avons entre nos mains, nous les Congolais, ce que d'autres nations n'ont pas. Bien sûr, il y aura prochainement la guerre de l'eau, nous en avons en grande quantité ici, mais en termes de minéraux, tous les minéraux qui entrent dans ce qu'on appelle la transition énergétique, qui feront en sorte qu'on quitte les énergies fossiles pour basculer dans ce qu'on appelle la transition énergétique. On utilise les énergies qui ne polluent pas, se trouvent ici. Vous avez le lithium, 1 milliard de tonnes de réserves au niveau de Manono. Même si on essaie encore de nous dribbler là-bas, c'est un autre dossier, en prenant les quotes-parts de l'État. Vous avez les colombo-tantalites, coltan. Il faut saluer que ce sont les Congolais, les ingénieurs congolais qui ont donné cette appellation-là, les coltans, les colombo-tantalites. C'est une invention congolaise. Il faut qu'on se le dise. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Et vous avez également d'autres minéraux, on ne saura pas entrer en détail, parce que c'est l'unique partie du monde où vous pouvez, quand il pleut, l'est du pays, vous grattez à la main comme ça dans la rue et vous avez les coltans. Donc voilà, donc, vous voyez, vous pensez que vous liez la menace à l'existence de des c'est une guerre économique, ouais. Et il y a des pays, des sous-traitants comme
le Rwanda, qui sont sous perfusion économique de la République démocratique et du Congo, s'ils ne sont pas connectés à la République démocratique du Congo, eh bien, ils cessent d'exister. Au moment où je vous parle, le chômage a battu tous les records là-bas, et là-bas, les gens sont en train de percer les dents. Nous donnons la parole à Marcel Ngoï. Sur la même question toujours. La nature de la menace, comment vous l'interprétez? Puis on va terminer avec John Ngomba. Je vous en prie. Oui, moi je crois que Montez un peu votre micro un tout petit peu. Voilà. Pour bien comprendre la nature de cette guerre, il faut remonter aux origines. Parce que lorsque vous regardez de près ce qui se passe, vous comprendrez que ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une partition. Et que l'enjeu remonte à beaucoup plusieurs autres années avant. Prenez un exemple. Lorsque Mobutu devait quitter, il y a eu des pressions externes. Jusqu'à ce que finalement un jour Mobutu est tombé. Il a été remplacé par Laurent Désiré Kabila. Quand Laurent Désiré Kabila s'installe aux affaires et tente d'imprimer au Congo une dynamique de l'autoprise en charge, ça a soulevé des montagnes à travers la communauté internationale et les multinationales, qui estimaient que l'arrivée de Laurent Désiré Kabila a contredit quelque peu le plan qu'eux avaient. Parce qu'il était question de faire partir Mobutu selon certains plans méphistophéliques, faire partir M. Kabila, le maréchal Mobutu, pour installer quelqu'un qui devait pérenniser ce qu'on appelle l'International Tutsi Power. C'est-à-dire que la continuité du système de Julius Nyerere transmis à Museveni et à Kagame, qui devait s'installer ici. Et donc on devait avoir non pas un Congolais authentique aux affaires, mais plutôt peut-être un laquais qui pourrait être là juste pour faire appliquer cette politique qui serait décidée d'ailleurs. Le refus par Mouzé de servir de cobaye, de faire du Congo une sorte de cobaye pour expérimenter cette philosophie, cette politique-là, a fait en sorte qu'on l'élimine en lui créant le RCD. Cet RCD qui deviendra un peu plus tard le RCD Goma. Et avec le processus de résistance qui avait été concocté dans des officines internes ici, on a finalement un jour décidé d'aller à Sun City pour mettre fin aux rébellions, aux groupes armés, aux Maï-Maï et consorts. Mais quand le RCD traverse, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est le RCD du RCD que naîtra le CNDP de Laurent Nkunda. Et un beau jour, lorsqu'on a signé les accords avec le CNDP de Laurent Nkunda, c'était le 23 mars 2009, c'est alors que naîtra le mouvement du M23 que nous avons jusqu'aujourd'hui. Et donc, vous comprenez que si nous voulons faire face à cette guerre qui devient une guerre qui est issue de ce qu'on appelle la métastase, RCD, AFDL, aujourd'hui M23, il faut donc se demander qu'est-ce que les États voisins cherchent. Nous avons 9 pays limitrophes. Et parmi les 9 pays limitrophes, pourquoi il n'y a que le Rwanda, le Ouganda et le Burundi qui de temps en temps font du mal? C'est justement parce qu'au Congo se trouvent les viviers, les réservoirs. C'est au Congo qu'il y a ce qu'on appelle le grenier qui permet à ces États de résoudre leurs besoins existentiels. Et ces besoins existentiels, ces États voisins, ils les partagent avec les multinationales qui sont venus s'installer chez eux. Si vous allez à Kigali, de l'autre côté, vous allez trouver des sociétés qui sont là, qui doivent acheter et même commercialiser et même utiliser le coltan, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure. Mais est-ce que le Rwanda extrait de ces terres, de ce sous-sol, les minéraux qu'on appelle coltan? Où est-ce qu'ils trouvent ces minéraux? C'est au Congo. Alors, voilà pourquoi il faut instabiliser le Congo, créer la guerre au Congo. Donc la guerre au Congo, c'est pratiquement le fonds de commerce. C'est en fait, en réalité, faire la guerre, en même temps qu'on fait main basse sur les ressources, et donc on fait du Congo un pays qui a des frontières qui sont poreuses, qui permet à n'importe qui de faire sa promenade de santé pour exploiter n'importe quoi au Congo, et s'enrichir, et faire face. La deuxième chose, c'est que un régime comme celui qui est à Kigali, c'est un régime qui est exercé par une minorité. Cette minorité crée l'extermination. Et donc, il y a eu même à un moment une philosophie qui était vendue. On veut nous exterminer, nous tous, nous sommes minoritaires, et les génocidaires ont traversé. Les génocidaires qui sont des fils et filles rwandais, qui ont fui le Congo, le Kigali, parce qu'on voulait les éliminer, qui ont traversé de ce côté, auxquels il faut offrir un espace pour dialoguer.
on le constate qu'on ne peut pas dialoguer avec eux dès lors qu'ils ont traversé. Et donc, s'ils reviennent, ce sont des génocidaires. On prépare des prisons les plus propres. Et vous voyez les centres pénitentiaires, les prisons les très propres à Kigali, pour accueillir ceux qui avaient traversé un beau jour parce qu'on les considère comme étant génocidaires. Donc, la nature de cette guerre, c'est une guerre des rapines. Une guerre pour la survie des États voisins. C'est une guerre pour l'exploitation illégale et illicite des ressources naturelles de la République démocratique. Merci de cette contribution éminente. John Ngomboa, rapidement. Oui, qu'est-ce que vous avez ajouté? Oui, évidemment, ce que je peux ajouter, c'est que cette menace, elle est identifiée de manière sécuritaire, je crois. Elle est d'abord sécuritaire. Et pas dans le sens qu'on croit. Dans le sens où nous serions agressés. Non. Je crois que c'est plutôt dans le sens de la renaissance de nos capacités à pouvoir nous défendre et aller plus loin. Et ça, c'est les domaines dans lesquels il ne peut pas y avoir partage. Si nous pouvons partager nos ressources naturelles dans le domaine économique, mais nous ne pouvons pas partager notre capacité de nous défendre et d'aller au-delà. Et je crois que ce qui est en train de se faire actuellement, c'est pour empêcher que le Congo ne se remette pas debout. Parce qu'il va en réalité représenter une menace pour tous ses voisins. Vous n'avez qu'à regarder tous les voisins du Congo. Personne ne fait le poids. Parce que rien que la population civile, s'il est décidé de manière un peu triviale de traverser une frontière, eh bien, une province à elle toute seule peut remplir un pays et aller au-delà. Donc, cela représente une vraie menace. Mais quand vous y ajoutez aujourd'hui cette nouvelle détermination, je dois m'incliner devant la mémoire de cet officier qui a décidé peut-être de braver l'ordre et d'aller au-delà. Mais c'est là de l'état d'esprit de nos hommes, des troupes. Aujourd'hui, ils sont plus que déterminés. Et je pense qu'il y a, au fond de tout cela, cet aspect qui amène nos voisins à anticiper sur l'inéluctable, c'est que le Congo va se remettre debout et il va reprendre sa place stratégique au sein de l'Afrique centrale. Merci beaucoup. Vous avez certainement fait les contours de cette question et aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est président de la République. Et la menace, c'est d'abord à lui, le chef de l'État, le numéro 1, le commandant suprême, de la reformuler et surtout de la présenter au peuple. Alors, c'est vrai, tout ceci a été dit. Maintenant, comment on réagit face à ce que vous venez de décrire? Comment ont réagi les différentes institutions? Comment vous avez vu la réaction du chef de l'État, la réaction du Parlement, la réaction des services de sécurité et de défense, la réaction de l'armée, mais aussi un peu la réaction de la population? Comment est-ce que toutes ces personnes et ces institutions que j'ai citées, vous pensez qu'elles ont été à la hauteur? Est-ce que vous pensez que le Congo, en tant que nation, en tant que groupe d'intérêt général, est à la hauteur de la menace? Est-ce que sommes-nous prêts à faire face à cette menace qui pèse sur nous? Je ne sais pas avec qui on va commencer. Jérôme? Oui, vous savez, je vais donner... Vous choisissez une des catégories, hein, parce que... Je vais prendre 3 catégories, mais je ne serai pas long. Très bien. Je commence par le président de la République. Lorsqu'il a pris les commandes de notre pays, il avait dit que lui, il fera tout, et il est même prêt à perdre sa vie pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Lorsque cette crise de M23, parce que je fais court, est née encore avec la volonté de Kagame, nous l'avons vu prendre l'avion et aller à Luanda. C'était Congo Airways. Il était très fâché. Et vous avez suivi, le président hôte avait dit qu'il avait appelé l'autre pour dire qu'il y a même quelque chose qui s'est préparé pour qu'il se retrouve là-bas. Pourquoi je donne cet exemple-là? C'est parce que quand il est rentré, en attendant bien sûr cette rencontre, il y a les conseils supérieurs de la nation, le Conseil supérieur de la sécurité, de la défense, voulais-je dire, qui s'est réuni et a pris des mesures assez graves, auxquelles on n'est pas habitué à entendre. D'abord, on a commencé à suspendre le vol des
des Rwandais, et puis on a suspendu tous les accords. Ça, c'est un signal fort. On sent, nous puisons cette action dans la colère du chef. Nous puisons cette action dans la colère. Maintenant, prenons le Parlement. Au niveau du Parlement, on a vu, notamment à la Chambre basse, qu'ils se sont cotisés. Ils ont mis sur la table $200 000 américains. Dire que ça, on va les racheter à manger, et tout les nécessaires, tout ce dont ils ont besoin, au front. C'est notre participation. Et le président de la Chambre basse a dit, mettons nos divergences de côté. Et à l'unisson, les députés ont décidé même d'envoyer une délégation pour aller déposer ces dons au niveau là. Troisième élément, la population. Lorsque vous voyez une population sans armes décide de franchir la frontière et dire que nous voulons aller jusqu'à Kigali avec les photos de Kagame en main, il a les armes, alors il va nous exterminer. Nous traversons. C'est très grave. Ce sont des choses qu'on n'a pas encore vues depuis que cette crise a commencé. Et pour moi, ces deux actes-là me poussent à comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, la nation est debout. Debout, droit dans ses bottes, et capable de faire peut-être ce qu'aucun stratège n'a jamais imaginé dans ce monde. Alors il faut faire très attention lorsque toute une nation se décide d'aller pour se faire respecter, surtout quand on l'a humilié depuis des années. John Ngombra, quelques catégories. Oui, moi je vais aborder les côtés sécuritaires. Il faut avouer que dans le domaine de la sécurité et de la défense, particulièrement, enfin pour commencer par la défense, j'ai eu personnellement à rencontrer le général gouverneur de la province de l'Ituri, qui m'a fait l'honneur d'un entretien. Et j'ai compris les hauts niveaux des stratèges qui constituent notre armée. Et bien, si on doit parler des intellectuels, eh bien, il y en a aussi dans l'armée. Il y en a des gens qui sont extrêmement bien formés. Et aujourd'hui, il y a une restructuration qui est en train de se faire au sein de l'armée, qui donne des insomnies à tous nos voisins. Et on a vu comment est-ce que systématiquement, les FRDC ont eu à se comporter toutes les fois où il y a eu des menaces au niveau du territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre armée ne peut pas franchir les frontières nationales pour ne pas prêter les flancs oui, parce qu'on veut nous pousser à l'erreur. Mais je crois que au-delà de ça, l'armée est bien prête pour pouvoir défendre les territoires nationaux. Et quand vous mettez à côté les services d'intelligence, qui s'est beaucoup professionnalisé depuis, parce que il faut dire en passant que aujourd'hui l'Agence nationale des renseignements ne compte pas des détenus d'opinion, ne compte pas des détenus des libertés d'expression des journalistes, et donc l'ANER s'est beaucoup professionnalisé avec son nouveau leadership, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir mettre auprès du chef de l'État et auprès des instances qualifiées toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions clés en ce qui concerne les domaines de la sécurité. Donc je crois qu'il y a eu une réponse positive et quand on voit aussi ce qu'avait décidé le Conseil supérieur de la défense, on comprend que tous les services d'intelligence ont été suffisamment affûtés pour prendre les décisions qu'il fallait et qui ont beaucoup gêné aujourd'hui celui qui passe pour l'ennemi. Mais je crois qu'en réalité, c'est juste une marionnette qui est utilisée. Mais John Ngombra, oui, ça m'étonne quand même que vous disiez que l'ANER n'est plus l'ogre des répressions, parce qu'on disait que l'ANER, on ne s'y approche pas, hein, c'est la répression, c'est l'arbitraire. Ça s'est amélioré réellement? Oui, sans en être le porte-parole, je peux dire qu'aujourd'hui, on peut passer à côté de l'immeuble. D'ailleurs, vous voyez, quand vous prenez la direction générale de l'ANER,
il y avait une barrière. Hein? La voie était à deux sens, mais on avait interdit un sens. Aujourd'hui, la barrière est levée, les gens peuvent circuler. Et oui, je parle ici de l'Agence nationale de renseignement en vie. Et donc, vous pouvez aller à l'ANER, entrer et sortir vivant. Surtout pour les professionnels de médias que nous sommes. L'ANER, c'était pas bien à fréquenter. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a... sous réserve d'être contredit, il n'y a aucun journaliste qui soit aujourd'hui détenu par l'Agence nationale de renseignement. Il n'y a aucun détenu d'opinion. Et je crois que l'Agence nationale des renseignements s'occupe aujourd'hui de son métier de base. veut faire, donc oui, les renseignements. Oui. L'intelligence et les renseignements. Exactement. On continue, merci. D'autres stratégies. Est-ce que vous avez vu d'autres personnes réagir? Le président on a cité, le Parlement on a cité, l'ANER on a cité, l'armée on a cité. Oui, moi, je voudrais revenir au niveau de la présidence. Je pense que ce qui se joue ici, c'est un conflit de leadership pour l'Afrique des Grands Lacs et l'Afrique centrale. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le leadership de l'Afrique centrale ou bien des Grands Lacs est récupéré par le Congo avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Je pense qu'il faut que les Congolais comprennent. Nous sommes une puissance. Le Rwanda, c'est un petit pays pauvre, surpeuplé. Le Rwanda ne peut pas trouver des solutions à la crise congolaise. Mais nous avons les possibilités de trouver des solutions à la crise rwandaise. Donc, je pense que l'attitude du chef, c'est une bonne attitude. Et parce que sur le plan international, il faut vous rappeler ici, le Rwanda était tellement soutenu par les Américains parce qu'il y avait le paradigme de la lutte contre le terrorisme. Maintenant, nous sommes dans un nouveau paradigme. Compétition, concurrence, rivalité entre grandes puissances. On a besoin des alliés. Un allié, c'est celui qui a quand même des atouts. Le Rwanda n'a pas d'atouts. Mais c'est qui est vrai que les choses ont changé. Je pense que Paul Kagame n'a pas encore compris que les choses ont changé. Donc, il veut contester le leadership du Congo, incarné par le président Tshisekedi. Il n'a pas de moyens. Moi, je pense que... Donc, le président a bien réagi. Très bien réagi, avec beaucoup de responsabilités, parce que, vous voyez, il a tout donné. On ne peut pas dire qu'il c'est un vent en guerre. Non, je ne pense pas qu'il a cette attitude-là. Parce que nous sommes une puissance. Le Rwanda, c'est un petit pays. Si aujourd'hui on décide d'écraser le Rwanda, c'est dans une heure. Mais ce n'est pas utile pour nous, Africains. Parce que ce qui se passe au Rwanda, ça profite à qui? Ça profite aux multinationales. Allez à Kigali, il y a d'autres coins, les gens sont malheureux. Donc on ne peut pas comprendre aujourd'hui, tous les peuples du monde s'organisent, il n'y a que nous, Africains, nous entretenons pour les intérêts des autres. Donc le travail à faire maintenant, c'est expliquer à Paul Kagame. Les temps ont changé. Il faudrait qu'il accepte le leadership de Félix Antoine Tshisekedi et du Congo. Comme ça, on peut collaborer, l'aider pour s'en sortir. Donc, pour moi, il ne faut même pas faire la guerre. Les sanctions économiques vont l'écraser. Si aujourd'hui, si on maintient ces sanctions pendant une année, Kagame n'a pas de pouvoir. Comment il va payer ses militaires? Comment il va vivre? Donc, pour éviter que l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs soit toujours en guerre, je pense que le Congo doit s'assumer en tant que leader. Merci beaucoup, Freddy. José Naoué? Oui, je prendrai les médias. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et puis, je reviendrai plus généralement sur les autres aspects politiques. Pour les médias, je crois qu'il y a 3-4 jours, on a eu quelques échanges entre confrères. Il y a un malentendu que nous devrions, nous journalistes, évacuer. Pas seulement écarter, même évacuer. Ce malentendu tient au fait que dans le chef de certains journalistes, il y a une espèce d'identité, de non-identité. Un journaliste serait une espèce d'ovni. Vous voyez, le propre d'un ovni, c'est de ne pas être identifiable. Voilà. Non identifiable. Voilà. Chaque fois, et c'est le cours de la déontologie qui nous enseigne cela, quand votre pays est en guerre,
votre pays est en proie à une menace réelle extérieure, le journaliste lui-même, il s'auto-censure, c'est-à-dire qu'il passe par le tamis de la présélection. Nous avons nos critères de sélection, mais avant même les critères de sélection, il y a ce qu'on appelle les critères de présélection. Mon pays est en guerre, donc c'est mon devoir citoyen que de le défendre par ma plume, par le micro. Ça, c'est fondamental. Et vous le voyez ailleurs. Mon pays fait face à une menace extérieure. Eh bien, moi, je ne peux pas donner ma plume, je ne peux pas donner mon espace à ceux qui sont identifiés comme éléments constitutifs de cette menace. C'est ainsi que vous verrez aujourd'hui. Est-ce qu'on parle encore d'Al-Qaïda dans les médias occidentaux? Non. Ce n'est pas qu'Al-Qaïda est mort de sa belle mort. On souhaiterait qu'Al-Qaïda soit mort. Mais Al-Qaïda est là. Mais Al-Qaïda existait par les médias. Mais les médias occidentaux ont dit, chaque fois que Al-Qaïda tue, n'en parlons pas. Parce que si nous en parlons, nous faisons quelque part l'apologie du crime. L'apologie, voilà. Donc, et nous aussi, c'est la même chose. Nous sommes en proie à une menace extérieure qui s'appelle Rwanda. Tous les amis sont revenus là-dessus. Ce n'est pas le peuple rwandais comme tel. Ce n'est même pas Kagame. Et on se méprendrait en pensant que c'est Kagame qui est l'origine de notre menace. L'origine de notre menace, nous la connaissons, nous tous. Depuis 60, elle est de la même nature. Elle ne change que en termes de degrés. Mais la nature est la même. Et donc, par rapport à cette nature-là, nous, journalistes congolais, nous devrions savoir identifier cette menace et la combattre à notre manière. Ça ne veut pas dire que nous devenons des bénis, oui, d'un régime ou un autre. Non, ce n'est pas un problème de régime ici. C'est un problème de nation. Il faut faire la part des choses entre les deux. Et cette émission s'appelle Espace républicain. C'est une émission d'avant-garde. On a vu ça avant beaucoup, déjà. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, plus généralement, c'est l'attitude à prendre. C'est le nécessaire consensus. Un pays vaut par son consensus. Il y a quand même des sujets sur lesquels un pays doit créer les conditions d'un consensus. Tout notre malheur, c'est que nous ne faisons pas assez pour créer le consensus. Pour que Tshisekedi, Fayoulou, Kabila, Muzito nomment la guerre, nomment la menace de manière univoque. C'est ça notre problème. On a vu dans un passé récent, nous avions eu affaire à la même menace. Certains disaient non, il n'y a pas de démocratie interne. Alors que Kagame, c'est l'antinomie même de la démocratie. Mais tu vois, c'est ça notre problème. Notre faiblesse tient au fait qu'il y a un déficit de consensus national autour des enjeux majeurs. Heureusement pour nous, Jérôme l'a dit, je l'ai dit en préliminaire, c'est heureusement pour nous, nous avons une population, nous avons un peuple qui nous montre la voie. Et nous montre encore la voie. Il ne l'a pas fait, ce n'est pas la première fois. Chaque fois qu'il y a guerre à l'Est, et les étudiants de l'UNIKIN ici, et les étudiants de l'INULU, et Goma, Bukavu, n'en parlons pas, ils nous montrent la voie. Enfin, je voudrais terminer, cher Willy, par une chose. C'est que ne nous croyons pas non plus arriver. C'est-à-dire que notre malheur à nous, dans l'armée, dans la stratégie militaire, on parle de la tactique et de la stratégie. Très souvent, nous sommes dans des tactiques. Nous devons nous installer dans une stratégie. La stratégie implique qu'on ait une vision holistique des enjeux du pays. Il ne faut pas les prendre de manière parcellaire. La séquence qui se joue maintenant, il ne faut pas la détacher des séquences antérieures. C'est ce que je veux dire. En 69-70, le chancelier social-démocrate allemand, Willy Brandt, avait conçu ce qu'il a appelé l'Ostpolitik. Ostpolitik. En allemand, ça veut dire une nouvelle politique par rapport à l'Est. Et, mutatis mutandis, il est temps pour nous d'avoir une Ostpolitik. J'ai presque envie d'élargir maintenant le cercle. Nous ne pouvons pas nous dire nous sommes une puissance. Ça, c'est de l'incantation. Ça ne doit pas être de manière désincarnée. Nous devons nous donner les moyens d'assurer cette puissance, les moyens de déterminer la politique régionale. C'est nous.
Donc il est grand temps que nous ayons une hoste politique. Cette hoste politique est holistique, y compris dans les médias. On doit sentir que quand je lis un journal congolais, je lis un journal d'un pays qui a un destin de grandeur. Quand je suis à l'UNIKIN, je suis à l'INULU, je parle avec des professeurs, je vois que c'est des professeurs qui ont une vision du pays, une vision d'ensemble. C'est ça qui nous manque. Merci. Nous devons avoir cette vision holistique de problème, pas réagir par à-coup comme on le fait souvent. Merci beaucoup, José Nawej. Marseille? Oui, je suis en train de penser que la RDC, c'est un État constitué. Ce n'est pas un État en création. Depuis 60, donc, on a posé les bases, les jalons de son indépendance, même si, par ailleurs, il faut que cette indépendance soit réellement effective. Et c'est tout le problème. Je voudrais également dire que la guerre ici, qui est imposée à la RDC, n'est pas du fait de ceux qui sont aux affaires maintenant. N'est pas plutôt du fait qu'on ait choisi tel ou tel autre pour diriger tel service. C'est une guerre des rapines qui entre dans la vision de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent contrôler les richesses, veulent assouvir leurs appétits gloutons, veulent résoudre leurs problèmes existentiels, je le disais. Et que pour y faire face, il faut absolument aujourd'hui démystifier les auteurs de cette vision qui, jusqu'aujourd'hui, est en train de donner des sueurs froides au peuple congolais pour rien, alors que nous sommes chez nous. Les Congolais doivent vivre en paix et vivre de manière décente. Et donc, il faut sortir des mythes et des prophéties. Sortir de ce qu'on appelle des politiques narcissiques pour mettre en place une nouvelle vision, tourner cette fois-ci vers la défense des intérêts de la patrie. Et la réponse qui a été donnée jusqu'ici par les institutions, en commençant par le président de la République, qui, à mon avis, dispose de plusieurs brassards. D'abord, le front diplomatique. Et donc, on l'a vu debout, aller à Luanda, aller à Oyo, et les discussions sont en cours, et il n'a pas rompu de faire adhérer la RDC au processus de Nairobi. Non mais seulement il veut que les vrais protagonistes, les vraies personnes, les vrais partenaires soient à la table de discussion. Et à l'interne, la réponse qui a été donnée par les institutions jusqu'ici me paraît satisfaisante, même s'il faut qu'on fournisse encore des efforts pour améliorer la qualité. Nous avons une armée qui est, d'une manière ou d'une autre, à la faveur du brassage, des mixages et des opérations de la formation de l'époque d'une armée nationale restructurée, requinquée, et tout ça à l'époque de groupes armés, de rebelles qui étaient venus. Dans cette armée, il faut avouer qu'il peut y avoir des éléments infiltrés. Des gens qui sont venus de groupes armés, des mouvements Maïmaï, qui n'avaient aucune instruction forcément, mais qui, à la faveur des accords politiques, parce que c'est la magie chez nous, les accords politiques qui donnent chaque fois l'occasion, même à ceux qui n'ont vraiment pas le droit de citer, d'entrer dans les institutions par la grande porte. Les gens qui n'ont pas de grade, même dans les groupes armés, mais qui ont des grades aujourd'hui dans l'armée, dans la police. Donc il faudra un travail d'ensemble. Autant on doit faire face à une république qui aujourd'hui développe les idées hégémonistes, nous devons, à l'interne aussi, fournir un effort. La réponse a été donnée par le Conseil supérieur de la défense, et même la communication qui s'est faite aujourd'hui au niveau de celui qui est devenu le champion, Patrick Mouya, qui parle du nouveau narratif. Moi, je crois que les réponses qui sont données jusqu'ici sont bonnes, mais il faut les renforcer en améliorant la qualité du travail qu'il faut faire à l'interne aussi. Merci beaucoup, Marcel Ngoï. Évidemment, vous vous êtes rendu compte que nous construisons un champ général où vont se greffer l'opinion publique. Nous allons nous prendre la dernière question. Chacun prendra selon ce qu'il est récent. En fait, les perspectives. Nous avons identifié la menace. Nous avons aussi qualifié ce que je peux appeler modestement les réponses à la menace. Et nous avons tous convenu que les réponses sont là, mais ne sont pas suffisantes. Il faut donc faire plus. Alors maintenant, pour faire plus, il faut des idées. Chacun de vous, en fonction de ce qu'il a identifié pour la sécurité défense, pour le président de la République, pour le Parlement, pour les intellectuels, qu'est-ce que vous pouvez leur dire qu'il faille faire très rapidement? Il ne faut pas non plus développer pendant longtemps. C'est donc les perspectives. Qu'est-ce que nous donnons comme conseil? Nous sommes des éditorialistes, nous avons un certain nombre d'informations. On peut aussi nous écouter, c'est aussi notre contribution.
dans cette guerre. Donc, nous commençons par les derniers, nous commençons par Marcel. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux catégories que vous aurez vous-même choisies pour améliorer l'image, pour améliorer la perception, mais aussi l'efficacité? Oui, moi je pense qu'il faut une homogénéité. Ce que José Nawez a nommé ici consensus. Il faudra que la réponse interne à donner soit une réponse qui est partagée. Le Congo, c'est notre patrimoine, l'unique. Le Congo est indivisible. C'est l'unique espace que nous, Congolais, nous avons pour exercer nos talents, pour exercer nos capacités, pour nous entendre. Donc nous devons créer un Congo du consensus. Un Congo où règne la solidarité, le partage, en ce qui concerne la vision de la défense de la patrie, la vision de la défense de la souveraineté nationale. Nous ne devons pas aller en ordre dispersé. Vous vous souvenez que lorsqu'il y a eu, à un moment de pourparler ici, il y a des Congolais qui allaient à l'extérieur faire le lobbying pour qu'on n'aide pas le Congo. Or, aujourd'hui, nous avons une agression. Et cette agression ce que vous voyez aujourd'hui ne sont que le signe avant-coureur de la grande stratégie de la balkanisation, de la partition du Congo. Et donc, si aujourd'hui la réponse n'est pas suffisante, il est possible que demain, qu'on passe de l'état de siège à l'état de guerre. Et que quelque part, que nous ne puissions plus forcément nous retrouver et que la paix ne soit plus au rendez-vous. Donc, comme stratégie, je pense qu'au niveau politique interne, il faut que des initiatives soient prises pour rassembler autour de la vision de la défense de la patrie toutes les intelligences, de toutes les couches et de toutes les sphères. La deuxième chose, c'est que l'armée que nous avons, les services de renseignement, les services d'intelligence, doivent subir une cure de jouvence, notamment par non seulement la formation et le recrutement, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les équipements. Nous ne devons pas, nous, aller faire face à un État ou aux États voisins, alors que peut-être que nous ne sommes pas suffisamment préparés pour faire face à cette guerre. Et pour terminer, je suis en train de penser que les gens qui vont au front ne doivent pas être de la chair à canon. Et nous devons penser aux conditions dans lesquelles il faut aller faire face à cette guerre. Si vous êtes au front et que les Congolais, les enfants, les familles de ceux qui sont au front ne sont pas dans de meilleures conditions, eh bien, même ceux qui sont au front peuvent être, d'une manière ou d'une autre, ne pas avoir le moral au beau fixe. Merci beaucoup, vraiment merci Marcel Ngoï. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité et vous participez donc de manière brillante à cet espace républicain. José Nawez. Oui, je vais définir en extension ce que Marcel a défini en compréhension. Les mathématiciens comprendront ça. Voilà, consensus. En termes clairs, dans une période comme celle-ci, on a besoin des images fortes. Une image, on verrait le président actuel rencontrer son prédécesseur, rencontrer les principaux leaders de l'opposition pour parler patrie. C'est les termes clairs de ce consensus. Les termes clairs de ce consensus, on parlerait moins, y compris au Parlement, de catégories politiques, j'ai presque envie de dire politicienne. Ce n'est pas une guerre de l'Union sacrée contre, ce n'est pas plus qu'hier, c'était la guerre du PPRD contre, etc. C'est la patrie. Nous devrions faire un effort sur nous-mêmes pour penser patrie, pour penser république. Chaque fois que la République, nous voyons ça dans des pays de vieilles traditions démocratiques, quand il y a un problème majeur qui dépasse la petite sphère de la politique politicienne, vous voyez le président rencontrer les différents leaders d'opinion. C'est pour créer l'électrochoc dans la population. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes la plus belle fille du monde. C'est comme Willy, tu construis ta maison dans un quartier malfamé. Dieu, malheureusement, il y en a beaucoup dans notre pays. Et notre vœu, c'est qu'il y en ait moins. Quand tu construis une maison dans un quartier très défavorisé, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un mur, tu mets les fils barbelés. Tu le fais pourquoi? Tu prends même deux gros chiens, tu les mets devant pour te protéger. Le scandale chez nous, c'est que nous sommes effectivement dans une sous-région malfamée, mais nous n'avons ni mur, encore moins ni chiens, etc., etc. Donc, tout le monde va venir prendre nos richesses.
et n'empêchez pas les gens qui ont faim de venir prendre là où ils peuvent prendre. C'est plutôt l'inverse. Donc plutôt que de pérorer à longueur de journée, de nous perdre en conjecture sur ce que Kagame va faire, sur ce que Museveni fait, c'est nous qui devrions maintenant impulser une politique intelligente pour que la survie de la sous-région dépende de nous et non l'inverse. Enfin, je voulais dire un mot, je crois que c'est la diplomatie. Vous savez, la diplomatie, si la guerre, c'est un moyen de faire la politique par une autre voie, c'est l'inverse aussi, la diplomatie aussi. C'est le prolongement de la guerre, mais sans fusil. Et cette diplomatie, au jour d'aujourd'hui, nous devrions l'orienter de manière intelligente vers des partenaires qui nous donnent des réponses. Nous devrions cesser avec cette conception, nous devrions cesser, rompre avec cette conception angélique, religieuse, idyllique même, des rapports entre États. Entre États, la règle d'or, c'est l'intérêt. Et il nous appartient à nous à identifier nos intérêts et à nous donner les moyens de les défendre. Chaque jour, nous disons, Kagame a fait ceci, les anglo-saxons les soutiennent, etc., etc. Mais les anglo-saxons qui les soutiennent, mais ils ne les soutiennent pas pour ses beaux yeux. Ce n'est même pas un problème à ethniciser. Ce n'est pas parce qu'il est Tutsi, excusez-moi, je n'aime pas parler de tribus, ce n'est pas parce qu'il est Tutsi que les anglo-saxons les soutiennent. Ils seraient Hutus, qu'ils leur donneraient les mêmes facilités qu'on les soutiendrait. Nous, ici, nous avons une jurisprudence diplomatique. Mobutu a servi longtemps de rempart à l'avancée du communisme en Afrique. Mais le même Mobutu, quand il a cessé de servir, quand il a atteint la date de péremption, les mêmes Occidentaux l'ont éjecté. Donc, c'est à nous à créer les conditions pour une diplomatie adulte, une diplomatie qui se base non pas sur des sentiments, tel nous aime, tel ne nous aime pas. On n'a pas à nous aimer ou à ne pas nous aimer. On a simplement des intérêts à défendre. Merci beaucoup. Freddy, pour terminer. Oui, moi je vais prendre seulement 2 exemples. En 2013, on était à Washington. On était invité au département d'État. On était 8 Africains. J'étais parti pour défendre la patrie avec les livres qu'on avait publiés, avec le prof Kangwana Mbaya contre la balkanisation. Après discussion, une dame m'a tiré de côté. Elle s'appelle Catherine. Elle était à l'ambassade américaine ici en 2000. Elle me dit ceci. Frédéric, c'est bien que vous parliez. Nous sommes inquiets pour votre propre pays. Il n'y a pas un leadership qui émerge. Donc, on pose le problème de la qualité de la classe politique congolaise. Il faut reconnaître qu'elle est médiocre. Deuxième exemple. Toujours on partait en campagne contre la balkanisation. On a été reçu par Herman Decroix, le papa de l'actuel Premier ministre, je pense. Oui. Après avoir discuté, Herman Decroix a été très clair. Si vous voulez que cette guerre termine, allez en Amérique. J'étais encore au potentiel. Ça signifie quoi? On peut discuter ici, on peut négocier. Cette guerre, ce sont les Américains, les hommes d'affaires américains et politiques Bill Clinton qui sont à la base. Si nous voulons que ça puisse terminer, allons négocier avec les Américains, carte sur table. Et qu'on puisse définir nos intérêts. Les drames, c'est quoi? Vous amenez les hommes politiques, d'abord, pour la plupart, défendre des intérêts étrangers. Je suis pro-belge, pro-américain, pro-chinois, Non, on est d'abord congolais. En dehors de ça, vous avez des élites qui sont corrompues. Quand ils partent pour négocier, ils cherchent 30%. Vous voulez avoir quoi? Donc, il y a aujourd'hui qu'on se prenne au sérieux, qu'on ait des élites qui peuvent négocier avec les Américains, d'un côté, mais il faut nettoyer. Jusqu'aujourd'hui, la plupart des gens qui font la politique, c'est depuis 30 ans avec la conférence souveraine. On n'a pas renouvelé notre classe politique
Et je m'excuse. Bientôt, il y aura des élections. Je crois qu'il y aura un changement. Mais on a fait des élections, on n'a jamais changé, il revient toujours. Donc, il faut repenser les choses. Merci Freddy. John Lomba. Oui, je vais être plus bref. D'abord, une exhortation dans le domaine de la sécurité. Il va falloir, sécurité et défense, il va falloir qu'on change des paradigmes aujourd'hui. Il faut que nous évoluions, que nous allions travailler derrière les lignes ennemies. On s'est rendu compte que depuis longtemps, la guerre s'est faite sur notre territoire. Il ne faut plus que la guerre se fasse sur notre territoire. Il faut donc anticiper, aller derrière les lignes ennemies et anticiper tout ce qui peut arriver à partir de ce moment-là. Je crois que notre voisin problématique, il l'a déclaré. La guerre ne peut pas se faire au Rwanda. Ils veulent faire la guerre, mais en dehors du Rwanda et donc au Congo. Il nous faut aussi nous comporter conséquemment. Deuxièmement, il faut qu'on gagne la guerre de la communication. Et ça, c'est très important dans le monde moderne. Regardez comment l'Ukraine a, avec ses moyens, fait face à la grande Russie. Mais c'est parce qu'ils ont maîtrisé la tactique, les techniques de la communication. Il est très important que pour l'extérieur et qu'en interne aussi, cette guerre de la communication, nous puissions la gagner. Et généralement, elle anticipe aussi sur la guerre réelle. Merci. Jérôme Sekana. J'ai suivi Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères sur France 24. J'ai compris que la peur a changé de camp. Et que au Rwanda là-bas, non seulement ils n'ont plus d'argent pour payer les fonctionnaires, les chômages exorbitants et consorts, mais ils sont déjà à genoux à partir de ce que nous sommes en train de faire. Mais il faut qu'ils arrivent jusqu'à se coucher et comprendre que nous devons vraiment être en paix avec eux. Ils ne doivent pas nous faire la guerre à tout moment. Je vais donner deux exemples que nous avions déjà donnés ici, deux conseils. Vous savez que c'est depuis, avant l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, que nous avons des problèmes avec les multinationales, mais aussi avec nos voisins. Mais notre armée, bien sûr, elle est la 7e, la 8e aujourd'hui, elle ne sait pas, nous avons parmi les hommes des luttes, les meilleurs, même si on est infiltré, nous avons des hommes. Mais il faut obliger au jour d'aujourd'hui que tous les jeunes Congolais, ils terminent l'école primaire avant d'entrer à l'université, de faire le service militaire obligatoire. Nous devons nous préparer en conséquence, en connaissance de cause, parce que ça ne s'arrêtera pas. Et lorsque nos voisins comprendront que nous sommes maintenant engagés dans cette voie-là, de l'affrontement avec les armes, ajouter à cela tout ce que nous avons comme richesse, comme potentiel humain, ils vont nous respecter. Le dernier élément que je voudrais donner, parce que sur le plan économique, les velléités de nos voisins, notamment des Kagame étant toujours économiques, j'avais suggéré dans le cadre de toile d'araignée qu'il faut suspendre l'exploitation artisanale des substances minérales dites précieuses dans toute cette partie de l'Est. C'est une décision que le gouvernement doit prendre maintenant. Prendre maintenant et pour une longue durée. Pourquoi? Parce que nous devons assécher tout ce qui s'approvisionne dans cette partie-là de nos minéraux et faire en sorte, les obliger à négocier, comme l'a dit mon ami José Nawej, parce que si, d'une manière ou d'une autre, nous prenons des mesures comme ça, de l'autre côté, ils comprendront qu'ils ne peuvent pas continuer à travailler avec les voleurs, mais ils peuvent passer par la grande porte chez les propriétaires et obtenir ce qu'ils reçoivent par des voies détournées. Et enfin, la sensibilisation. Moi, je suis content quand je vois aujourd'hui l'unité, la cohésion, mais ça ne doit pas rester en termes de slogans. Ce que je suis en train de... C'est un peu du populisme, là. Les gens... Aujourd'hui, j'ai croisé 30 personnes en train de marcher. Non! C'est dans toutes les provinces. Il faut qu'il y ait des marches incessantes pour obliger nos autorités à suivre ce que nous venons de dire ici. Dans toutes les 26 provinces, vous organisez les marches. Les marches, vous marchez aujourd'hui, demain vous marchez et ne venez pas à 100, ne venez pas à 1000, venez à 1 million. Et cela va effrayer
et va faire comprendre aux gens que cette fois-ci, nous sommes fatigués et nous voulons en découdre une fois pour toutes. Merci beaucoup, chers républicains, chers amis, chers confrères, d'avoir été vraiment à cette émission. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une émission aussi brillante que vous venez de passer? C'est que nous devons anticiper, nous devons aller dans une stratégie, si j'ai bien compris vos idées. Et pour anticiper, aujourd'hui, nous avons des grands services à la disposition de l'État, que les services de renseignement, que John Ngomba vient de féliciter pour l'amélioration des rapports avec la presse, avec le monde. Quel est le moment de venir maintenant pour qu'ils puissent aller trouver l'information, débusquer les infiltrés, mais aller plus en avant pour que nous puissions avoir une politique qui soit consciente. Je voudrais terminer avec vous, pour dire qu'il y a des hommes qui ont été cités, il n'y a pas de politique sans hommes, il n'y a pas d'institution sans acteurs. Et vous avez cité quelques acteurs, laissez-moi citer leur nom, pour leur dire que nous signalons les bonnes actions qu'ils viennent de mener. Vous avez cité Félix Antoine Tshisekedi, vous avez cité Mbosso, vous avez cité Modeste Bati, vous avez cité Patrick Mouyaya, vous avez cité Biocha, vous avez cité Mouzito, vous avez cité Fayoulou, vous avez cité Lukonde, vous avez cité le général Luboya. Moi, je cite Freddy Moulumba, John Ngomba, Jérôme Sekana, Marcel Ngoï, José Nawej, pour avoir fait un bon travail républicain. Nous sommes donc sous la ligne. Cette ligne ne va pas changer. Nous sommes une seule nation. Nous avons vocation de puissance, mais nous devons travailler ensemble, et je le dis ensemble, pour les grandes questions, cherchons les consensus. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à la chose républicaine. Nous vous retrouverons certainement une prochaine fois, mais quant aujourd'hui, prenez ce que nous avons dit comme notre contribution, aimons notre pays, on n'en a pas deux. Au revoir.